Le consentement, c'est une nécessité, c'est absolument nécessaire lorsqu'il y a des rapports intimes, etc. C'est une nécessité, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. En fait, on a le sentiment que dans un certain nombre d'affaires, parce qu'il y aurait eu consentement, ça supposerait la légitimité des actes. Or, il me semble que c'est là la distorsion qu'il y a entre une appréhension ou une appréciation populaire des choses et puis une appréciation plus judiciaire et plus élitaire, je dirais, des comportements. En fait, regardez un cas particulier. Est-ce qu'une personne accepte ou non une relation en échange du fait qu'on lui rende service ? S'il y a consentement, on considère que c'est légitime. Or, le problème, c'est pas simplement le consentement, c'est l'acte en lui-même. Il y a presque une dimension morale dans ce que vous nous dites. Bien sûr, mais je crois que objectivement, dans la manière dont l'opinion publique reçoit toutes ces affaires, incontestablement, c'est pas uniquement un aspect judiciaire qui est en jeu, c'est un aspect moral, bien sûr. Alors, on est un petit peu loin, parce que vous n'y croyez pas de toute évidence, de ma question sur le règlement de compte politique. Bienvenue à tous les internautes qui nous ont rejoints, au droitiste qui nous dit « La plainte contre Hulot a été classée sans suite il y a 10 ans. Pourquoi en reparler ?» Brusquement, alors qu'Olivier sur Twitter nous dit « C'est un pur règlement de compte. Nous ne devons pas être complices. » Benjamin, qu'est-ce qu'on dit de tout ça sur les réseaux sociaux ? La thèse complotiste, ça marche toujours assez bien sur Internet. On reparlera de la thèse complotiste après, parce que je crois qu'on a un sujet qui va traiter de ça. Il faut savoir que Nicolas Hulot a plutôt une bonne image auprès des Français, une bonne image sur Internet. C'est pratiquement dans les ministres celui qui a la meilleure image. Et depuis le 7 février, le sentiment vis-à-vis de Nicolas Hulot plonge. Alors il plonge, et c'est beaucoup de messages, c'est presque 62 000 messages qui ont été émis avec une tonalité au moins à 30% négative. Et quand on creuse, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve à la fois un sentiment de colère, de dégoût, qui finalement vient du fait que les Français réagissent en disant « pas lui, il était trop apprécié ». Ce n'est pas normal que ça lui tombe dessus. Et puis en même temps, il y a aussi une logique un peu d'injustice. Bref, c'est l'ambivalence qui aujourd'hui partage les Français. Et en fait, on se pose la question au final de savoir si on est dans une vraie crise de moralité, puisque finalement, Emmanuel Macron a ouvert une époque de grande probité, et donc là, peut-être pas coupable sur la justice, puisque ça a été traité, mais en tout cas, sur le terrain de la moralité, il y a peut-être des choses à dire. Ou alors, est-ce qu'on est dans une pure crise informationnelle, de rumeurs, qui va s'éteindre aussi vite ? En tout cas, pour Nicolas Hulot, le vrai sujet, c'est la sortie de crise. C'est-à-dire, est-ce que demain, il va y avoir un sujet qui va chasser toute cette histoire, ou est-ce qu'il va y avoir encore l'entretien de petites rumeurs ? Et là, ce sera beaucoup plus compliqué de s'en dessaisir. Alors justement, Benjamin, la communication de crise, notamment sur l'Internet et les réseaux sociaux, c'est l'une de vos spécialités. Qu'est-ce que vous conseilleriez, vous, à Nicolas Hulot aujourd'hui ? Sur la crise, il y a toujours 3 grands temps. La première des choses, c'est en général une logique d'empathie. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment vis-à-vis de la cible, on va s'expliquer là-dessus. Et donc, finalement, il l'a dit, il était blessé, il est allé tout de suite s'expliquer. C'est ce qu'il a fait hier matin. C'est ce qu'il a fait. Ensuite, c'est donner les faits, c'est rappeler les faits. En l'occurrence, l'affaire est classée, d'accord ? Et puis ensuite, c'est de dire qu'est-ce qui se passe derrière. Parce que le vrai sujet, ça va être la sortie de crise. Si effectivement, il ne se passe plus rien à partir de demain, après-demain, etc., qu'importe, le truc va être chassé et on en trouvera quelques traces sur Google, mais ça ne va pas être tellement persistant pour l'image de Nicolas Hulot. En revanche, s'il commence à avoir l'entretien d'une petite musique délétère, même si c'est que de la rumeur, là, ça va être beaucoup plus embêtant. Et la question, ce sera comment il se détache de l'ensemble de ces rumeurs et donc comment il sort de la crise. Oui. Si vous permettez, moi je vais rajouter une chose. Je crois que vous avez dit crise informationnelle, c'est pas grave. Moi je crois que ça n'est pas une crise informationnelle, on s'en moque. Je pense que cette histoire-là, on verra comment elle je ne lis pas dans le bar de café, je ne sais pas comment elle va évoluer. Mais en tous les cas, telle qu'on la voit aujourd'hui, elle révèle aussi un certain malaise de l'information et de la presse actuelle et de la presse écrite. La presse écrite, Marianne comme Le Figaro sont des journaux qui vont bien, mais la presse écrite dans sa globalité va plutôt mal. Et un des éléments de crédibilité de la presse écrite, justement par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'elle était capable de livrer de l'information vérifiée, de l'information solide. Et là, on a un journal
qui vend de l'information qui est douteuse, qui lui amène de la rumeur. Et je pense que l'influence des réseaux sociaux, l'influence aussi de la faiblesse aujourd'hui de la presse écrite est un danger parce qu'elle elle nous menace aujourd'hui dans une... comment est-ce que je pourrais dire pour être à la fois prudent par rapport à l'ensemble de la confrérie, mais il faut qu'on fasse attention de ne pas nous laisser embarquer dans une information qui soit commerciale, mais qui soit peu crédible. Ce que je veux dire, c'est qu'on a beau ne pas vendre beaucoup de journaux, on a intérêt à vendre de l'information qui soit vérifiée, qui soit crédible et qui soit compréhensible par tout le monde. Je pense que cette affaire-là, selon comment elle va évoluer, elle peut faire beaucoup de mal à la presse écrite. Alors, Mandeville, le président de la République, le Premier ministre ont réitéré à plusieurs reprises leur soutien à Nicolas Hulot, de façon plus ou moins officielle. Est-ce qu'aux États-Unis, une crise comme celle-là aurait été gérée de la même façon? C'est-à-dire que, est-ce qu'un responsable gouvernemental peut démentir et rester à son poste, ou est-ce que la pression serait plus forte qu'elle ne l'est en France? Il y a les deux cas de figure. Il y a le cas de figure, je dirais, entre guillemets, général, c'est-à-dire le contexte américain qui est un contexte, comme vous le savez, beaucoup plus puritain sur toutes les affaires qui ont trait justement à la vie privée, au sexe, etc. Et donc qui mettent nécessairement une pression, je dirais, extrême. Et en ce sens, il y a peut-être une forme d'américanisation, disons, des mœurs ici, sur les hommes politiques. Donc, c'est vrai, quand il y a une histoire comme ça, vous avez eu, notamment dans la foulée de cette affaire Weinstein, vous savez, le procureur ce fameux hollywoodien, voilà, le producteur hollywoodien qui est tombé sous le poids d'accusations absolument flagrantes pour le coup et très graves, en fait, de viol, harcèlement, etc. Et ça a créé une sorte de vague d'accusations en série qui ont touché notamment la classe politique. Et vous avez plusieurs sénateurs, congressmen en vue qui ont été obligés de démissionner. Certains, alors que l'affaire n'a même pas été devant la justice, qui ont, sous le poids de la pression, ont décidé de s'en aller. On leur a dit de partir. Donc il y a ça d'un côté. Mais d'un autre côté, vous avez le phénomène Trump, qui est très intéressant, parce que le phénomène Trump, c'est justement totalement autre chose. C'est-à-dire que Donald Trump est accusé de tas de choses, et notamment dans ce domaine, vous savez qu'il y a eu des accusations, des histoires plus ou moins scandaleuses, notamment d'une journaliste de Vanity Fair qui a révélé qu'il avait eu une aventure avec elle, ou qu'il l'avait pressurée pour avoir des relations, alors que sa femme était enceinte de son bébé. Et donc, dans le cas de Trump, ces affaires semblent glisser pour l'instant, ne laissant, je dirais, quasi pas de traces, malgré un grand bruit, le grand bruit des réseaux sociaux, le grand bruit de la presse, mais il semble d'une certaine manière vacciner ou inoculer contre ce type d'accusation. Ce qui montre le caractère, d'ailleurs, je dirais, ambivalent de la période que Éric racontait. C'est-à-dire que le bruit peut aussi, en réalité, finir par créer une sorte de lassitude et loin de permettre de faire rendre des comptes au pouvoir, au contraire, finalement, devenir un espèce de grand bruit auquel plus personne ne prête attention. Ça pourrait être effectivement un danger dans le futur. Ce dont on s'aperçoit dans la période actuelle, sur tous les personnages qui sont publics ou ceux qui sont à forte notoriété, c'est vraiment que la frontière entre la vie privée et la vie publique, elle n'existe quasiment plus. Et donc ça veut dire qu'on a la possibilité de remonter dans le passé, on a la possibilité d'étaler finalement tous ces sentiments, ce qui veut dire que quand on est en responsabilité, quand on est dans ce genre de poste, on est presque dans un état de crise latente permanente. C'est-à-dire qu'on doit être en veille sur le fait que ça peut partir sur n'importe quoi, de n'importe où et sur n'importe quel sujet, vrai ou faux. Et ça, c'est une réalité, hélas, à laquelle il va falloir s'habituer, parce qu'elle touche tout le monde et de plus en plus nos hommes politiques. Qui plus est, quand on réaffirme, quand on est aux responsabilités, quand on fait une grande promesse de probité. Forcément, on rehausse. On instrumentalise la vie privée par ailleurs pour pouvoir faire campagne. Et évidemment, on le fait aussi. Donc ça, cette réalité, il va falloir
vraiment s'y habituer. Et c'est grave, parce qu'en fait, ça montre un changement c'est un changement de monde politique. Et aux États-Unis, c'est les années 80. Avant, regardez, Kennedy a pu faire tout ce qu'il voulait sur le plan privé, ça ne l'a jamais rattrapé. Enfin, moi, j'entends bien tout ça, qu'on parle de la vie privée, la confusion, mais malgré tout, quand on porte des accusations, c'est des faits dont on a besoin. C'est que, après, l'essentiel, c'est des faits. Donc on peut ergoter sur vie privée, etc., l'intrusion, mais d'abord, est-ce qu'on apporte des faits? Là, en l'occurrence, il y a eu d'autres affaires de mœurs avec des faits qui ont été apportés, qui ont été contestés, mais qui ont donné matière à investigation et à jugement. Mais là, ce sont les faits. Si des faits étaient apportés, on aurait probablement un autre débat que celui qu'on a aujourd'hui. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas de faits. Je livre le témoignage de Serge, qui n'engage que Serge. Il n'y a pas de fumée sans feu, nous dit-il. S'il s'avère qu'il y a des présomptions de culpabilité sérieuses, il faut qu'il démissionne. Alors voilà, c'est exactement ce sur quoi je voulais. En quelques instants, parce qu'on a encore plein de choses. Il me semble que dans ce genre d'affaires, et en l'occurrence dans cette affaire-là en particulier, c'est peut-être effectivement malheureusement moins les faits eux-mêmes qui sont susceptibles, je dirais, de provoquer la réaction de l'opinion publique que justement le classement sans suite. C'est-à-dire que je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure pour ne pas suffisamment le préciser, mais justement, l'enjeu, il est sans doute dans cet article, de se dire pourquoi y a-t-il eu classement sans suite. C'est là où il y a un soupçon, effectivement, de distorsion entre les élites et le peuple. C'est sur quoi, et le témoignage là, qui vient d'être lu, me semble être tout à fait caractéristique. Même si ça nourrit justement ma conviction, puisque ça a été enterré. Absolument. Parlons maintenant, si vous voulez bien, de ce qui a été probablement l'événement purement politique de la semaine, le déplacement d'Emmanuel Macron en Corse. Celui-ci s'est montré extrêmement ferme par rapport aux demandes de la majorité autonomiste qui a gagné les dernières élections là-bas. Il leur a dit non à tout, notamment à la demande qui était faite d'une forme d'autonomie fiscale. Écoutez la façon dont le président de la République a botté en touche. Je ne connais pas de finance magique. Il n'y a pas de république magique non plus. Et donc, il faut que nous soyons collectivement conséquents. Si des formes de fiscalité locale peuvent être imaginées, elles iront avec des baisses de dotation parallèles. Nous ne pouvons pas souhaiter que le produit des impôts prélevés en Corse reste en Corse, et dans ces cas-là, ne pas garantir la même chose aux autres régions. Voilà, autrement dit, si vous voulez lever les impôts, faites-le, mais vous aurez autant de moins venant de l'État. C'est probablement pas malhabile. D'ailleurs, Benjamin Grange, ce déplacement, il a été apprécié par les Français. C'est l'objet de notre sondage hebdomadaire Odoxa d'Ensu Consulting pour Le Figaro et France Info. Il y a une majorité qui dit oui, il a une bonne attitude, voire même certains qui le disent il n'a pas encore été assez ferme. Oui, alors c'est vrai qu'on aurait fait ce sondage à peu près comme Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire que les Français ont plébiscité la manière dont Emmanuel Macron a géré les choses. Sur la Corse, c'est pareil. Ils disent oui à 48%, il a eu la bonne attitude. Alors après, il y a des nuances, 34% disent n'a pas été assez ferme. Et même les concessions sur la reconnaissance de la Corse dans la Constitution, avant potentiellement que ça donne des idées à d'autres régions, est apparu bien mineur pour l'ensemble des supporters. Donc en fait, c'est vraiment... Il a bien joué son coup. Et quand on creuse, là je crois que c'est à l'écran, quand on creuse les différentes parties sur revendications sur lesquelles il s'est opposé, c'est-à-dire la co-officialité de la langue corse, la création du statut de résident, la non-amnistie de certains prisonniers comme Yvan Colonna, en fait, les Français sont d'accord avec lui sur tout. Oui, il a eu raison de dire non en bloc. Alors après, on retrouve sur les réseaux sociaux quelques indépendantistes. Alors, vous savez, comme toujours, sur les réseaux sociaux, on va trouver ceux qui ont envie de parler. Donc ceux qui sont contre, forcément, ils ont davantage la parole puisqu'ils se mobilisent pour faire porter leur voix. Et donc on va trouver des indépendantistes qui disent non, le président nous a humiliés par son déplacement, il nous reconnaît pas. Mais même s'ils sont nombreux, ils sont très marginaux par rapport à l'ensemble des Français. Éric de Courty, c'est bien joué ? Ah oui, moi je pense que on sort de dizaines d'années d'ambiguïté à l'égard de la Corse. Je trouve que aussi bien sur la forme, le fait d'aller
en Corse avec Jean-Pierre Chevènement était quelque chose de fort aussi. On a un vrai message républicain, c'est-à-dire, oui, vous êtes dans la République, la Corse dans la République. Aussi bien lors de l'hommage au préfet Erignac que dans le discours. On a un discours, je crois que vous avez cassé quelque chose, on a un discours de fermeté, un vrai discours républicain. Et c'est Charles Pieri qui, dans une interview au journal local, à veille de la venue d'Emmanuel Macron, disait le président, il vient, nous, de toute façon, on est au-dessus de tout ça, il va se parler à lui-même. Non, il a parlé aux Corses et il a remis les indépendantistes, les nationalistes, en tous les cas, qui sont au pouvoir de la communauté territoriale, à leur place. Moi, je trouve que c'était une présence républicaine marquée et signifiante. Guillaume Bernard, est-ce que vous associez à ce concert d'éloges qui n'est pas seulement celui d'Éric de Coutty, c'est aussi celui du Figaro, en tout cas chez ses éditorialistes? Il n'était peut-être que temps, parce que très franchement, depuis 1990, depuis le statut particulier qui a été octroyé à la Corse, en passant par la loi Jospin de 2002, qui finalement a été, on le sait, en partie censurée par le Conseil constitutionnel, en passant par la révision constitutionnelle Raffarin de 2003, puis en arrivant à la loi NOTRe de 2015, on a quand même fait un certain nombre de concessions à la Corse, qui fait que, honnêtement, faire preuve de fermeté aujourd'hui dans ces conditions-là, c'est le minimum que l'on pouvait exiger pour que la France tout simplement ne tombe pas en quenouille. Enfin, je veux dire, et des gouvernements successifs jusqu'au dernier qui ont été en permanence ambigus. On aurait pu entretenir aussi cette ambiguïté. À droite comme à gauche. À droite comme à gauche. C'est exact. Simplement, aujourd'hui, très sincèrement, on est au bord. Alors là, évidemment, il y a les interprétations des constitutionnalistes qui sont divergentes. Mais enfin, on est au bord du basculement de l'État unitaire très décentralisé à l'État quasi fédéral. On sait bien que dans la révision de 2003, on a permis, je dirais, aux collectivités territoriales d'exercer, avec l'autorisation du législateur national, c'est vrai, une partie du pouvoir législatif. Et donc le fait que les collectivités territoriales n'exercent pas uniquement un pouvoir réglementaire, mais soient susceptibles d'exercer une partie du pouvoir législatif, c'est le basculement de l'État unitaire vers l'État régional. Donc honnêtement là, c'était, je dirais, mettre fin, je dirais, aux demandes d'autonomie de plus en plus fortes. Mais ça n'était que... C'était nécessaire, c'est sans doute très bien, mais c'est peut-être trop tard. Mais vous qui enseignez dans un établissement supérieur vendéen, je vous trouve bien jacobin. Non, je suis pas. Je pense très sincèrement qu'il faut dire clairement les choses, si vous voulez. Ce qui est ambigu dans l'évolution de la décentralisation que nous connaissons aujourd'hui, c'est que on ne tranche pas clairement, je dirais, quelles sont les compétences qui sont exercées par les collectivités territoriales, et surtout, c'est à la marge que l'on permet, je dirais, la naissance, je dirais, ou le basculement vers un État fédéral. On le sait avec le statut propre de la Nouvelle-Calédonie, avec le statut de Nouméa de 1998. On le sait avec le statut de la Corse de 90, et puis évidemment avec la loi NOTRe. L'Assemblée de Nouvelle-Calédonie peut voter des lois de pays. Est-ce que, objectivement, on est encore dans un État unitaire ? C'est très discutable, non ? Je pense très sincèrement qu'à la marge, par non pas les DROM, mais les autres COM, c'est-à-dire les collectivités d'outre-mer, autres que les départements et régions d'outre-mer, et par des collectivités comme la Nouvelle-Calédonie ou un peu comme la Corse aujourd'hui, nous sommes en train de basculer vers un État fédéral. Moi, je ne suis pas contre l'État fédéral, mais autant qu'on dise les choses clairement et qu'il n'y ait pas, je dirais, un deux poids, deux mesures qui est incohérent. Je vous donne les réactions de nos internautes, du droitiste qui nous demande combien il y a de niches fiscales en Corse. C'est vrai que dès qu'on parle de la Corse, les réactions sur Internet sont assez rapidement sur les aides de l'État et le statut fiscal. Et puis Fouras qui nous dit qu'attendent Emmanuel Macron et les nationalistes pour faire entrer la Corse dans la Constitution. Le président de la République qui a dit qu'il y était plutôt favorable. Laure Mandeville, on parle d'évolution fédérale, c'est aussi votre analyse? Oui, je ne pense pas qu'on en soit quand même encore là. Et moi, ce qui me semble qu'il y a derrière toute cette discussion, d'abord, c'est, je pense, chez les Français, s'ils soutiennent aujourd'hui ce qui a été avancé, c'est qu'ils ont une inquiétude sur le devenir de la France elle-même. C'est-à-dire que derrière le problème, il y a la question corse elle-même, et je crois que les Corses expriment aussi une identité extrêmement forte, et une volonté de protéger cette identité. Mais en fait, cette question est beaucoup plus large. Et en fait, il y a aujourd'hui en France
une inquiétude sur l'identité française. Et donc je pense qu'on ne peut pas comprendre tous ces débats sur le jacobinisme, les Girondins, les plaidoyers de Michel Onfray sur une France plus girondine, etc., si on n'a pas en tête ces questions-là. Je crois que les Français restent très attachés à la logique républicaine, mais aussi à la logique de l'État, de la nation française, et aussi ils sont conscients, je pense, comme Montesquieu le disait, qu'on ne peut toucher aux institutions, qu'il ne faut toucher aux institutions que d'une main tremblante. Et donc je crois que s'il y a aujourd'hui 34% qui disent que peut-être Macron semble faire une concession trop grande sur la question de la Constitution, c'est qu'il se demande s'il ne veut pas, à travers cette question de la Constitution, ouvrir une boîte de Pandore et voir d'autres régions s'engouffrer dans cet interstice. Regardez ce qui s'est passé en Espagne, Exactement. où nous avons la question de la Catalogne, et où on voit que quand les États-nations sont affaiblis par la globalisation, par les tas de phénomènes que nous connaissons, le régionalisme s'affirme. C'est aussi une des manifestations en fait, de la faiblesse de l'État-nation. Donc je pense qu'il faut... Et le régionalisme a fait une alliance politique, on le sait notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'ALE, c'est-à-dire l'Alliance libre européenne, avec l'européisme. On sait bien que les différents courants régionalistes veulent s'appuyer sur l'Union européenne pour détruire l'État-nation. Mais là où c'est compliqué, c'est que vous parliez, Laure Mandeville, de demande de protection d'identité en Corse, et c'est vrai que cette analyse est peut-être confortée par le score de Marine Le Pen au premier tour en Corse, où elle est arrivée très largement en tête. Et même au deuxième tour. Elle fait au deuxième tour près de 48%, c'est-à-dire évidemment très largement au-dessus du score qu'elle a fait au premier tour. Et en même temps, après, les listes du FN aux élections territoriales font 3%. Donc on voit bien qu'il y a un vote identitaire qui se sert du Front National pour les élections nationales et qui utilise les listes autonomistes ou indépendantistes au niveau local. Vous voulez bien qu'on parle un peu de neige? Il n'y a pas qu'à Paris qu'il neige. Il neige aussi en Corée du Sud et notamment à Pyeongchang. C'est là que depuis aujourd'hui ont commencé les Jeux Olympiques d'hiver. 2900 athlètes, 92 pays qui vont s'affronter jusqu'au 25 février. C'est bien sûr un événement sportif. C'est aussi un événement diplomatique. Peut-être aussi est-ce l'occasion pour la Corée du Nord, avec son bien-aimé leader, de redevenir populaire. Écoutez, ce qu'en dit Thomas Bach, c'est le président du comité international olympique. The Olympic Winter Games Pyeongchang 2018 have allowed another new beginning on the Korean Peninsula. They have opened the door for a peaceful dialogue between the Republic of Korea and the Democratic People's Republic of Korea. The Olympic spirit has brought two sides together that for too long were divided by mistrust and animosity. The Olympic spirit has brought real hope for a brighter future for everyone on the Korean Peninsula. Voilà, l'avantage quand ce sont des Allemands qui parlent anglais, c'est qu'on comprend, disait-on sur le plateau. Monsieur Bach a des propos extrêmement diplomatiques, c'est-à-dire un peu creux pour dire les choses clairement, mais on peut peut-être dire les choses de façon un peu plus crue. Il y a la sœur de Kim Jong-un, qui est quand même un dictateur épouvantable, qui fait partie de la délégation officielle nord-coréenne et qui est l'une des stars de ces Jeux. Il y a un membre de la délégation de la Corée du Nord qui est un des principaux instigateurs du programme nucléaire et atomique militaire de la Corée du Nord, mais apparemment ça ne gêne personne. Est-ce que, Éric de Coutty, ces Jeux Olympiques sont une occasion en or pour Kim Jong-un et la Corée du Nord de se refaire une popularité? Soyons clairs, à part les fondateurs des Jeux Olympiques, personne n'a jamais cru que les Jeux Olympiques, comme d'ailleurs la Coupe du Monde de football, étaient une ode au sport. C'est depuis toute éternité, c'est un lieu diplomatique, c'est un lieu de discours politique. Ça a été vrai de toute éternité. À chaque Jeux Olympiques, on ne va pas faire ici la litanie des Jeux Olympiques pour expliquer à l'époque de la guerre froide, etc. Je me souviens en 1978, la Coupe du Monde de football qui a déclenché une tempête de polémique parce que c'était la dictature en Argentine. Voilà, donc on ne découvre pas la Lune. C'est-à-dire que les Jeux sont organisés en Corée et qu'il y ait une instrumentalisation politique, il suffit simplement de le savoir. Mais ne soyons pas surpris de cette réalité-là qui est liée à l'esprit olympique. Quel esprit ? Benjamin ?
Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que Tant mieux. Finalement, le tort. sport réunit à travers ses valeurs d'universalité, ça te permet parfois de faire ce que la politique ne peut pas faire. Et finalement, j'ai regardé dans le passé du sport s'il n'y avait pas des précédents. Et alors j'en ai trouvé en 1972, et d'ailleurs ça s'est appelé la diplomatie du ping-pong. Et c'était Kissinger pour le compte de Nixon qui finalement a réussi à travers le ping-pong à réunir les USA et la Chine qui étaient en très forte tension. Et là, c'est tout, voilà, c'est toutes les valeurs Nous ne sommes pas en positives. désaccord, c'est-à-dire que Non, c'est un instrument politique. À chaque fois, le sport est un instrument politique. En tout cas, c'est un instrument qui permet de faire des choses que la politique ne peut pas faire. On dit En peut-être tout cas, la la même chose, mais diplomatie voilà. classique. Alors, il y a eu aussi des contre-exemples, c'est-à-dire que le boycott des JO en 80 à Moscou et ça réciproque en 84 à Los Angeles. Donc, ça se joue dans un sens ou dans un autre. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde sur les réseaux sociaux comment la population, dans sa globalité, réagit, c'est presque 854 000 messages, pas qui traitent évidemment de ce sujet coréen, mais qui traitent des Jeux Olympiques, et la tonalité, elle est majoritairement positive, à 74%. On est bien sur la célébration des valeurs du sport. Je vous donne le témoignage de Taïrou qui nous dit qu'il y a un gros aspect politique avec les deux Corées. Pyeongchang ne pouvait être plus attractif avec ce changement d'attitude. J'imagine que Taïrou fait allusion au rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Laure Mandeville, vous qui êtes l'un des piliers du service étranger du Figaro, qu'est-ce qu'on doit penser de cette opération sportivo-diplomatique ? Moi, je pense qu'il faut distinguer plusieurs niveaux. Vous avez plusieurs agendas qui sont à l'œuvre. Vous avez l'agenda de Kim Jong-un, qui est clairement un agenda d'une offensive de charme pour, finalement vanter auprès du Sud tous les talents des Nord-Coréens. Tout d'un coup, il semble vouloir faire oublier toutes les menaces, les tirs de missiles nucléaires, etc., pendant quelque temps. C'est le début pour lui d'une sorte d'opération de charme vis-à-vis du Sud. De l'autre côté, vous avez le président sud-coréen qui, lui aussi, est dans une dynamique de réchauffement, en tout cas d'apaisement, parce que jusqu'à présent, cet homme qui est un homme plutôt de gauche et qui avait toujours été favorable à un dialogue avec Pyongyang, s'était rallié à la stratégie très, musclée de Donald Trump et des Américains, et qui, effrayé par l'escalade en fait de la tension et de la confrontation, a essayé de lancer une ouverture et aujourd'hui fait le pari, avec l'aide discrète des Chinois, d'amener à une sorte de diplomatie des petits pas, comme d'ailleurs cela avait été tenté dans les années 2000 par les deux parties de la Corée, enfin Corée du Sud et Corée du Nord. À côté de ça, vous avez Mike Pence, qui est le vice-président des États-Unis, qui est présent à Séoul et qui s'est empressé de rappeler qu'il ne fallait surtout pas penser que cet épisode et cette parenthèse sportive allaient faire oublier le comportement belliqueux et ultra dangereux de Pyongyang. Et vous avez aujourd'hui un débat qui bat son plein à Washington sur qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qui va se passer après la parenthèse sportive. Parce que vous avez d'un côté ceux qui sont partisans, disons, je dirais, les good cops, qui disent on va continuer notre politique, les bons flics, notre politique de pression, de sanctions, d'embargo, on va se faire aider par les Chinois pour étrangler Pyongyang et amener à la dénucléarisation qui reste l'objectif affiché de Washington. Et de l'autre côté, vous avez une approche plus dure qui est celle du conseiller à la sécurité nationale de Trump, McMaster, et qui lui parle par exemple de la politique du coup de poing et du nez sanglant. Je ne sais pas si vous avez entendu cette formule qui court dans les rédactions depuis quelques semaines et qui signifie en fait que les Américains, en tout cas de manière rhétorique, disent qu'ils n'excluent pas des frappes préventives si Pyongyang continuait de pousser l'escalade en matière nucléaire. Donc on est quand même dans un gros point d'interrogation au-delà des réjouissances olympiques. Eh bien, si vous croyez, chers internautes, que les Jeux Olympiques, c'était du sport, vous voilà probablement un petit peu refroidi. C'est normal pour des Jeux d'hiver. Oui. Coup de poing et Bernard. Sanglant, Michel Audiard l'avait déjà inventé. Hein, il chante et puis craque un bourre-pif. Ça, c'est sûr que c'est la théorie de Michel La diplomatie Audiard. du bourre-pif. Voilà, c'est ça. Moi, j'avoue qu'évidemment, les Jeux Olympiques,
peuvent servir à faire de la diplomatie. Mais alors, j'avoue très sincèrement que je ne vois pas très bien quel enjeu géopolitique sera réglé aux Jeux Olympiques de Paris d'ici quelques années. 2024. J'ai plutôt le sentiment que c'est à l'occasion des Jeux Olympiques qu'on s'en sert pour faire quelque chose que les Jeux Olympiques en eux-mêmes. Après, ce qui est sans doute à craindre, c'est que l'événement lui-même, les performances sportives soient, je dirais, mises de côté au profit, je dirais, du spectacle et comment dirais, des sponsors qui en profitent pour faire de la publicité. Mais alors, j'avoue très sincèrement mon incompétence absolue en curling ou en autres sports de jeux d'hiver qui fait que je ne peux pas trop m'attarder là-dessus. Donc on ne vous interrogera pas là-dessus. Vous vous interrogiez, vous, sur l'enjeu diplomatique des Jeux Olympiques de 2024. Il y en a au moins un, peut-être, c'est le réchauffement des relations entre la maire de Paris, Anne Hidalgo, et Emmanuel Macron, qui sont assez froides, dit-on. Et si vous voulez tout savoir, reportez-vous au Figaro Magazine de ce week-end. Et voilà, tout ça est un peu capillotracté, mais j'ai quand même réussi à placer ma une. Excusez-moi, mais moi aussi, j'ai un magazine à vendre et j'en suis fier. Voilà, couverture consacrée à Anne Hidalgo. Nous reprenons le cours normal de cette émission pour évoquer un quatrième sujet. L'une des participantes à l'émission The Voice, l'émission de télécrochet de TF1, a décidé de la quitter. Cette jeune femme avait publié des tweets qui avaient engendré beaucoup de réactions, souvent négatives. Elle avait notamment tweeté « Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement ». Ça, c'était après l'attentat de Nice. Elle avait exprimé son soutien à Tariq Ramadan. Et puis finalement, elle a jeté l'éponge. Elle l'a dit, c'était sur son compte Facebook hier soir. En tant qu'artiste, chanteuse, j'ai participé à The Voice avec l'intention de rassembler, pas de diviser. J'ai foi en mon pays, la France. Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. J'ai donc pris, aujourd'hui, la décision de quitter cette aventure. Encore, je veux dire un grand merci à tous ceux qui me soutiennent dans ces moments difficiles, qui ont foi en moi sans s'arrêter au jugement précipité. Merci à ceux qui pardonnent les maladresses. Je vous aime. Benjamin Grange, des réactions sur ce sujet. On sait que The Voice est une des émissions les plus populaires de TF1. Oui, énormément de réactions. C'est presque 280 000 messages qui traitent de ce sujet-là, avec globalement une tonalité assez négative. Alors en fait, derrière cet événement malheureux qui est arrivé à cette jeune femme, il y a pour moi deux grands problèmes de la société actuelle qui viennent de réémerger. Le premier, c'est tout le sujet de la théorie des complots, comment ils émergent, pourquoi ils émergent, dans quel cadre ils émergent. Et donc si effectivement à 18 ans, c'est-à-dire 1 an ou 2 ans, avant cette émission, elle a émis ce genre d'idée, c'est qu'elle était dans un cadre social, un environnement dans lequel ce type de théorie a émergé. Et donc ça repose la question du sentiment de perte de contrôle, de la manière dont finalement les thèses complotistes sont encouragées par des mouvements de mondialisation ou d'impuissance face à des mouvements mondiaux. Et donc la question du fact-checking se repose. Le deuxième élément, c'est l'éducation, à mon avis, des jeunes face aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que la génération des millennials, c'est une génération qui fait moins la frontière entre le privé et le public que nous-mêmes. La frontière, elle est moins vraie, parce qu'ils sont nés avec les réseaux sociaux et ils sont nés en partageant un certain nombre de choses. Leur vie privée et publique voilà. Sur les réseaux sociaux. Et donc cette jeune femme qui avait une vie privée, d'un jour à l'autre, elle s'est mise à avoir un début de vie publique. La vie publique, évidemment, tout s'étale. On le disait d'ailleurs encore tout à l'heure. Et même si elle a eu une forme de rédemption en disant « mais finalement, j'ai changé », etc., finalement, elle en a fait les frais. Alors, elle est sortie avec un certain panache, mais en même temps, je pense que cette aventure aurait pu être évitée si elle avait connaissance de la manière de gérer ce type de choses et si elle avait compris que les réseaux sociaux, ce n'est pas qu'un outil d'amusement. Je vous donne des réactions d'internautes. Jeanne qui nous dit « ce sont des propos inadmissibles », tandis que The Geek nous dit « même si ce qu'elle a dit est impardonnable, le but de l'émission est de juger des gens sur leur voix,
pas sur des faits passés. Éric Decouty, vous m'avez dit avant d'entrer dans ce studio que The Voice n'était pas forcément le programme que vous regardiez le plus. Est-ce que vous avez néanmoins un point de vue sur cette affaire? Sur The Voice ou sur l'affaire? Sur l'affaire. Moi, je suis Après, pas tout à fait. Me dire pour qui vous votez. Si je vais regarder samedi prochain. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait, comme si ça n'était rien. Cette jeune femme qui n'est pas tout à fait une enfant. J'ai quand même lu avant de venir, et je les avais lus avant, les tweets qui ont été republiés, ça n'est pas rien. Ça ne me semble pas être simplement un petit dérapage en disant, elle dit des choses assez précises quand même. C'est pas il y a une prise de position. Alors peut-être qu'elle est jeune et qu'elle est naïve, mais ça révèle un état d'esprit politique assez singulier. Quand elle dit, on nous prend, je crois que c'est le hashtag, on nous prend pour des cons avec un attentat par jour, un attentat par semaine, enfin il y a des choses qu'on ne va pas répéter là qui me semblent assez lourdes de sens. Je ne pas ces propos. Je dis simplement qu'ils s'inscrivent dans un contexte qui est quand même un contexte social dans lequel ce n'est pas arrivé par hasard. Et donc je pose la question de comment ces théories du complot émergent. Oui, alors c'est ça mon point. Théorie du complot, et pas seulement des théories du complot, parce que c'est dans un autre climat, ça renvoie pour moi, ça me semble être une prise de position, et ça, au-delà de cette fille que je ne connais pas, qui est sans doute une excellente chanteuse, peu importe, je trouve que ces faits-là, je trouve pour la production, puisque si j'ai bien compris, ces émissions ont été enregistrées depuis 3 mois, ça fait longtemps que les choses sont en boîte, comment est-ce qu'on n'a pas prévenu ce genre de choses ? Donc je ne rentrerai pas dans une logique complotiste en disant que TF1 ou les autres l'ont fait exprès, c'est surtout pas mon propos. Je dis simplement, c'est pas le cas, je dis simplement que ça me semble être assez normal que ce genre de propos soit sanctionné. Peut-être que le fait qu'elle ait affiché son identité musulmane avec ce turban qui était religieux, peut-être que ça a donné encore plus d'écho à l'affaire. Moi, je ne pense pas que la question, pour le coup, soit la question du turban. En plus, c'est une artiste, donc qu'elle arrive avec un turban sur la tête ou un bandeau, ou je ne sais pas. Il me semble que, alors effectivement, dans ce contexte-là, j'imagine que... C'était pas le turban d'Alissa Pritch. Oui, exactement, vous avez tout à fait raison. Mais moi, je suis complètement d'accord avec Éric. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose de très grave dans la manière dont elle est visiblement... la manière dont elle pense, dont elle est politiquement, je veux dire, consciente. Et c'est ça qui me pose un vrai problème. Ça veut dire qu'il y a un décrochage de milieu dans lequel cette jeune fille a grandi, où il est banal de considérer qu'un attentat par jour, de qui se moque-t-on, et quand le père Hamel est égorgé, elle dit les terroristes, c'est le gouvernement. C'est absolument effarant, c'est même, je dirais, effrayant. Et ça me ramène d'ailleurs à une enquête qui avait été faite par l'Institut Montaigne sur la question de la radicalisation des esprits en France, dans lequel il avait montré que dans la tranche de la population, je crois que c'était des 18-29 ans, vous aviez environ 25%, je crois que c'était un chiffre absolument, ou 28% des jeunes qui étaient proches des idées des plus radicaux Front islamique, Al-Qaïda, etc. Et qui mettaient la loi musulmane au-dessus des lois de la République. Donc vraiment un vrai problème, il y a un vrai problème politique en fait derrière cette affaire. Guillaume Bernard, 10 secondes parce que l'émission arrive à son terme. Moi, je crois qu'en partant de l'émission, elle essaye de jouer à la victime, alors que très sincèrement, je crois que c'est elle la provocatrice. Pour moi, elle est l'incarnation, je vais peut-être être le plus dur d'entre nous, mais je crois qu'elle est l'incarnation de la provocation, je dirais, d'un certain islam politique qui essaye par, je dirais, touche, d'essayer d'occuper l'espace public, qui essaye, je dirais, de se l'accaparer et de tester la résistance de la société et des pouvoirs publics, je dirais, à leur provocation. Honnêtement, ces tweets sont des provocations. Le fait de venir chanter avec un turban, pour ma part, je trouve que ça affiche une image, une identité, et que ça n'est pas neutre, et que en essayant de partir comme cela après le scandale que ces tweets ont provoqué, eh bien, elle essaye de jouer à la victime alors qu'elle est à l'origine de la provocation. Merci beaucoup. Point de vue, c'est fini pour ce soir et pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain. Pour ceux d'entre nous qui n'auront pas été bloqués dans les congères, bon week-end à tous. Merci.